13 janvier, une date, deux événements, l'assassinat de Sylvanus Olympio en 1963 et le coup d'État contre Nicolas Gruevski en 1967. Une date devenue ordinaire finalement au Togo. Bavure policière dans la traque du carburant illicite, encore un mort cette semaine à Zola. Nous allons en parler dans cette émission. Incendie des marchés de Kara et de Lomé, 4 ans après. Les enquêtes sont toujours au point mort. Les victimes continuent de crier au secours. Et puis, ouverture demain de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon, évaluation des forces en présence. Ce sont les sujets au menu avec 3 invités en studio. Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, Gérard Wessan, directeur de la publication du magazine Sika, et Delphonse Akpaki, directeur du site d'information La Gazette du Togo. Les spécialistes sur Pyramide FM, bienvenue à tous. Sur Pyramide FM, vous êtes les pharaons. 105.5 FM. Chers invités, Pasteur Edo, Gérard Wessan et Delphonse Akpaki va nous rejoindre récemment. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir Honoré et bonsoir à tous les auditeurs. Voilà, ouverture demain de la CAN Gabon 2017. Nous démarrons l'émission avec bien sûr cette grand-messe du football africain. En plus des invités traditionnels qui sont avec nous, nous avons dans ce studio David Assimadi, il est le rédacteur en chef de Pyramide FM. Avec lui, nous allons planter un peu le décor de cette compétition qui démarre dès demain au Gabon. David, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tout est fait prêt pour le démarrage de cette compétition? Oui, je pense que les dernières touches ont été apportées jusque-là pour que la fête débute au Gabon, notamment à Libreville avec la cérémonie d'ouverture qui est prévue et juste derrière le match inaugural entre le Gabon et la Guinée-Bissau. Et puis après, les autres matchs peuvent suivre. Je pense que malgré la frange contestation pour ceux qui ne voudraient pas voir notamment la Coupe d'Afrique des Nations se dérouler au Gabon, je voudrais parler donc des Gabonais qui contestent toujours la réélection d'Ali Bongo. Eh bien, malgré tout ça, eh bien, je pense quand même que la fête aura bel et bien lieu malgré tout, quoi. Aujourd'hui, elles sont 16 nations à cette compétition. David, est-ce qu'on peut évaluer un peu les forces en présence? Je pense que oui, traditionnellement, lors des phases finales de Coupe d'Afrique des Nations ou alors des grandes compétitions internationales, il y a des favoris pour l'emporter, mais aussi des outsiders qui peuvent toujours créer la sensation, la surprise. Et conformément à cette règle-là, je pense que oui, le cas de la CAN au Gabon, pour la CAN du Gabon, je pense quand même qu'il y a de vrais favoris, en commençant notamment par le champion d'Afrique en titre, les éléphants de la Côte d'Ivoire qui ont gagné le trophée récemment, donc il y a 2 ans face au Ghana, malgré le changement d'effectif, parce que vous vous rendez compte que le technicien français Michel Dussuit a procédé quand même à remplacer beaucoup de pions dans cette équipe-là. On n'a plus les frères Kolo et Yaya Touré, on n'a plus Gervinho qui est forfait, on n'a plus Barry Kopa, le gardien de but, salvateur de cette équipe-là. Il n'y a plus de ces anciens-là qui ont été donc champions d'Afrique. Et quand on prend l'effectif des 23 d'il y a 2 ans, il n'y a que 6 rescapés. Ce qui veut dire tout simplement qu'il y a un changement absolument notable au sein de cette équipe. Malgré tout, je pense quand même que le technicien français a fait un travail de fond, de sape pour étoffer toute l'équipe à tous les compartiments, à tout niveau à tous les compartiments dans cette équipe. Quand on voit par exemple le charisme de Sérédier, quand on voit le talent et le génie de Wilfried Zaha, un tout jeune garçon qui a été la pomme de discorde entre les fédérations anglaises de football et puis ivoirienne de football, quand on voit Jonathan Kodia qu'on annonce comme le futur Drogba, ou encore Franck Kessié qui est une véritable pépite du côté de l'Italie à l'Atalanta Bergame, on se rend compte que cette équipe-là a beaucoup changé au plan de l'effectif, mais garde toujours ses valeurs. Et moi, je pense que c'est
c'est l'une des grandes favorites à remporter ce trophée. Mais au-delà, il ne faut pas oublier quand même que le Ghana reste quadruple vainqueur du trophée et finaliste. Malheureux, hein, le Ghana en lice pour un 5e titre africain. Il ne faut pas également oublier que l'Égypte fait son retour à la phase finale de Coupe d'Afrique des Nations après avoir raté 3 éditions. C'est énorme, et les Pharaons avec Essam Al-Hadari, 43 ans, et des joueurs expérimentés reviennent au devant de la scène, emmené notamment par Mohamed Salah qui incarne la jeune génération aujourd'hui. Quand je vois également du côté de la Tunisie les joueurs comme Msakni qui reste quand même le leader technique de cette équipe, quand je vois du côté de l'Algérie avec Riyad Mahrez, le ballon d'or tout flambant neuf, je me dis quand même qu'il y a de la valeur. Mais il ne faut pas oublier le Cameroun qui fait aussi un retour véritablement après avoir été sorti. Avec cette cascade de défection. Oui, c'est vrai, mais le Cameroun reste le Cameroun. Hein. Et puis, il y a d'autres formations qui sont en train de monter, qui n'ont pas la stature de favoris, mais qui peuvent toujours, comme la RDC de Florent Ibenge. Sachez que Ibenge a construit une équipe assez forte qui a atteint les demi-finales lors de la précédente édition, reste sur le tableau de la Coupe du Monde, et en même temps, le vainqueur récent du CHAN, vous comprenez, c'est l'ossature locale. Et puis, Florent Ibenge, qui a beaucoup de casquettes, qui est aussi un entraîneur local, qui a un club qui dispute la Coupe d'Afrique des clubs, ce qui veut dire tout simplement qu'il y a une expérience et un génie qui peut faire quelque chose dans cette compétition. Mais là, parler du Togo, oui, c'est le petit poussé. Parler de la Guinée-Bissau, oui, c'est une première, c'est un petit poussé. Le Gabon, je ne vois pas trop cette équipe aller loin parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes à véritablement constituer cette équipe et à la diriger. Et puis, j'aurais bien avoir peur de cette équipe d'Ouganda, qui a constitué un véritable obstacle pour le Togo en éliminatoire de Coupe du Monde et qui reste une des formations inconnues mais capable quand même de faire véritablement de belles surprises au Gabon. Voilà, vous l'avez tout à l'heure touché, le Togo fait partie des 16 pays qui vont disputer cette compétition. On a vu une préparation plus ou moins tranquille. Est-ce que le Togo a de réelles chances, puisque les Togolais croient toujours pour une fois gagner la compétition? A priori, oui, quand on va à une compétition, tout le monde part à chance égale. Mais non, quand on voit un peu dans les préparatifs, c'est vrai, plus ou moins tranquille pour le Togo. Sauf que voilà, la dernière fois, du côté de Dakar, cette équipe de Diambar a voulu couper la tête aux éperviers. Même cette victoire ne dédouane pas quand même cette forme du Togo qui est petite. Au-delà de tout, quand on prend les joueurs individuellement, oui, ils sont courts. Quand vous voyez la colonne vertébrale de l'équipe du Togo, Agassa, pas de club, Akapo qui joue rarement, au milieu de terrain, Romao qui joue rarement, Adebayor qui n'a pas de club. Voilà, colonne vertébrale qui est malade. Qu'est-ce que ça peut donner moi, je suis un peu sceptique. Même patriote, je suis un peu sceptique quant à la performance à réaliser pour les éperviers lors de cette compétition. Donc, et encore que, il y a des jeunes qui n'ont pas l'expérience de la Coupe d'Afrique des Nations, parce que c'est du très très haut niveau et ça va très très vite. Vous loupez comme Mama Gaffar la dernière fois, qui physiquement n'est pas prêt, alors que Franck Kessié, il est là pour le premier match. Jonathan Kodia, il ne faut pas l'oublier, et puis Wilfried Zaha. C'est une crainte énorme à l'approche de cette première rencontre pour le Togo face à la Côte d'Ivoire. David, vous parlez comme Claude Leroy, qui dit que ceux qui estiment que le Togo peut gagner la compétition, c'est du n'importe quoi. Mais écoutez, on se prépare à une compétition... Est-ce que c'est comme ça? Ouais, je pense que Claude Leroy, il se rend compte véritablement de ce qui attend le Togo, parce qu'il connaît la Coupe d'Afrique des Nations. Et ces propos du technicien français
devrait préparer les Togolais à ne pas être surpris si le Togo était éliminé. Je pense qu'il est en train de faire de la communication et c'est un excellent communicateur. Il sait de quoi il parle et on l'annonce déjà au Cameroun alors qu'il a signé jusqu'à 2019. C'est-à-dire qu'après la CAN, il ne peut plus. Voilà, Gérard Wessa, la CAN c'est demain. Je sais que ça va faire débat pendant au moins 3 semaines. Selon vous, qui peut gagner cette compétition? Non, mais David l'a dit, hein, c'est une compétition. Je pense que c'est le meilleur qui va gagner. C'est vrai qu'il y a des équipes qui partent déjà favoris. Mais bon, moi, quand même, je dis que la Côte d'Ivoire risque encore de remporter cette coupe. C'est l'impression que j'ai. Et pour le Cameroun, je suis très sceptique. Je ne sais pas si David suit un peu ce qui se fait là-bas au Cameroun sur la CRTV, tout ça, un pays qui se querelle avec lui-même tout le temps et tout. C'est pour ça que je suis sceptique. Et le Togo, votre pays? Le Togo, malheureusement, et je vais dire que le Togo ne risque pas beaucoup d'aller très loin. Et pour la simple raison que le football, c'est un sport. Et tout dépend de la préparation qu'on a. Il n'y aura pas de coup de chance. La chance, c'est valable pour tout le monde. Si le Togo peut avoir de la chance, les autres aussi, la chance est là pour eux. En plus de la chance, eux, ils ont la forme, la technique, la préparation et tout. Bon, je suis Togolais, c'est vrai, j'aime ce pays, mais je jugerais la chose quand même un peu injuste si le Togo venait à damer le pion à tous ces gens-là qui se sont donnés à fond pendant des années. Pasteur Leto, je sais que vous aimez aussi le foot. Ça va commencer demain. Oui. Qui va gagner selon vous? Non, qui va gagner, je ne saurais le dire. Mais ce que je peux dire, c'est de demander aux éperviers de mouiller le maillot, comme on le dit souvent. C'est vrai que leur préparation a été mi-figue, mi-raisin. Mais je vois quand même qu'aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont prêts pour y aller parce qu'ils ne peuvent plus faire autre chose que d'y aller. Donc, ils y sont. Comme David l'a dit tout à l'heure, c'est vrai quand même que quand on voit le statut de l'équipe, comparativement à d'autres, on dirait que le Togo vraiment n'est pas en bonne forme, mais parce que vous savez, la compétition réserve des fois des surprises, et on l'a vu par le passé, où des équipes auxquelles on ne s'attendait pas, on fait quand même des prouesses. Donc, si le Togo arrivait à sortir de cette poule pour la première phase éliminatoire, donc je crois que ce serait déjà un exploit. Ce serait comme la coupe, quoi. Ce serait un exploit, ce serait déjà un exploit. Entre-temps, Idemfos nous avait l'origine à ce studio. Idemfos, bonsoir. Bonsoir, je voulais avant tout présenter toutes mes excuses pour ce retard. Oui, reçu, c'est pas dans vos habitudes. Qui va gagner la coupe? Bien, lorsque je m'en tiens d'abord au propos de mon jeune expert, je t'appelle expert en football. J'ai admiré avec beaucoup plus de... je ne sais pas comment il faut le qualifier. Tout le tableau que tu nous as présenté. Hein, j'ai été vraiment porté. Je ne peux que dire, sauf miracle, le Togo gagnera. Parce que moi, je ne suis pas tellement sportif. Mais quand on me présente le tableau tel que David vient de le présenter et que d'ores et déjà le technicien prépare les esprits à ce que les éperviers reviennent à la maison, qu'est-ce que je peux dire? Je ne peux que souhaiter que de cette compétition-là, que nos éperviers tirent encore beaucoup plus de leçons. Voilà. C'est tout ce que je dirais. David, quelles sont les dispositions? Mais il y a une chose, moi je crois que le Togo ne sera pas humilié. C'est la seule chose qui me conforte un peu. Le Togo peut limiter les dégâts? Ouais, il n'y aura pas des 5-0, des trucs comme ça, parce que le Togo a maintenant un niveau où on nous craint quand même. C'est déjà quelque chose. David, quelles sont les dispositions pratiques sur place ici à Pyramide pour permettre aux auditeurs de bien vivre la compétition? Bien, Pyramide se mettra en mode Coupe d'Afrique des Nations pour faire vivre l'ambiance de la CAN comme ils sont au Gabon, nos auditeurs. Et pour cela, il y a des émissions spéciales qui vont être consacrées à la Coupe d'Afrique des Nations. L'exemple, c'est bien demain, Pyramide des sports va véritablement
s'offrir le créneau de parler totalement de cette compétition. Et pareil pour l'après-midi où nous prenons l'antenne à 15h en vue de vivre en tout cas l'ambiance et surtout de donner l'opportunité à nos auditeurs d'avoir une idée des forces en présence avant même la retransmission de ces matchs-là. Ici en studio, sur nos antennes, et à la mi-temps, oui, il y aura des experts qui seront là pour débriefer un tout petit peu, décrypter la première mi-temps, on reviendra avec la seconde mi-temps, et à la fin, eh bien, on tirera les conclusions, notamment de cette rencontre d'ouverture. Et au-delà de ce match d'ouverture, tous les matchs du Togo seront retransmis en direct sur Pyramide FM. Et éventuellement, si le Togo se qualifie pour les quarts de finale, eh bien, nous nous mettrons disponibles véritablement pour retransmettre ces matchs. Il est prévu aussi que les demi-finales et la grande finale puissent avoir écho favorable sur Pyramide FM, et tout ça en complicité avec notre partenaire Canal+. Merci beaucoup, David Assimadi. On va vous retrouver dès demain pour la suite. Bien sûr. Dans Pyramide des Sports. Merci de m'avoir invité. Voilà. On va continuer, nous, l'aventure ici avec le 13 janvier. Faut pas laisser David partir, c'était très passionnant. Il est bien, c'est bien. Son job s'arrête là. Bon, il y a la matière, c'est bien. Il m'a fasciné. Oui, 13 janvier, une date, deux événements. L'assassinat du premier président du Togo, Sylvanus Olympio, le coup d'état militaire contre Nicolas Gretzky. Mais aujourd'hui, apparemment, on ne sent plus rien. On prend avec, si je ne m'abuse, le doyen du groupe. Pasteur Edo, qu'est-ce que vous rappelle cette date? Oui. On dit 13 janvier au Togo. Oui, 13 janvier, vous savez, quand on parle de 13 janvier 63 ou 13 janvier 67, comme tu l'as dit, c'est une date, deux événements. Le premier pour l'assassinat de Sylvanus Olympio. Et le deuxième, donc en 67, la prise du pouvoir par général Yadema. Ça rappelle une date triste quand même pour les Togolais, parce que le premier chef d'État, le premier président démocratiquement élu a été assassiné. Donc c'est une triste date pour les Togolais. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a tout un mythe autour de cette date-là, même si aujourd'hui il y a des révélations troublantes qui se font de temps en temps où on nous dit exactement comment les choses sont passées. Je crois que c'est une date qui a rétrogradé le Togo, c'est-à-dire qui a en quelque sorte troublé, parce que le Togo venait d'être indépendant, 1960 et 1963, et dans l'histoire des pays africains, je crois que c'était le tout premier pays qui a connu cette tragédie-là. Aujourd'hui, la date est devenue ordinaire, mais par le passé, c'était vraiment une grande célébration pompeuse, à laquelle quand même j'ai eu à assister. À l'époque. La fête de la libération. La fête de la libération pour certains, fête de désastres politiques, socio-politiques, économiques pour d'autres. Donc cette date avait tellement divisé, et que ce soit à la conférence nationale, même que ce soit au niveau de la CVG, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur cette date. Aujourd'hui, elle n'est plus célébrée dans le cadre de la réconciliation nationale, parce qu'il serait un peu malsain de célébrer l'assassinat d'un fils du pays au moment où les uns sont en train de souffrir de cet assassinat. Donc, il a été décidé que le 13 janvier ne soit plus célébré. C'était une catastrophe nationale. Aujourd'hui, ce n'est plus célébré, mais ça ne finit pas avec la date. Cette date-là reste dans les mémoires, reste dans l'histoire de ce pays. Et je crois que prions que ce genre de choses, ce genre d'assassinat atroce et tragique, dramatique, ne vienne plus enlever un fils du pays. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Il est fort à qui, dans un passé récent,
quand on parle de 13 janvier, c'est beaucoup de choses à la fois. Quels sont les souvenirs que vous gardez de cette date? J'ai pu avoir l'occasion de suivre la conférence nationale souveraine, et au cours de cette assise nationale, beaucoup de choses ont été dites dans cette salle concernant le 13 janvier. Et dans certaines des déclarations des délégués, j'ai pu retenir pour ce qui concerne le 13 janvier 1963, où le premier président de la jeune République togolaise, feu Sylvanus Olympio, a été lâchement assassiné un dimanche 13 avril. Et toujours dans la même déclaration, il a été dit dans un premier temps que feu le général Gnassingbé Eyadema Étienne avait revendiqué la paternité de cet assassinat, où il a déclaré 12 jours après l'événement dans le journal Times, je cite, « Il ne pouvait pas la laisser là-bas, il ne voulait pas bouger, je l'ai tué. » Fin de citation. C'était ce qu'il a déclaré dans le journal Times. Alors, depuis ce moment, jusque dans un passé récent, tout le monde disait que le premier assassin de feu Sylvanus Olympio était feu le général Eyadema, jusqu'à ce que feu le général Eyadema n'intervienne sur RFI un jour, il y a quelques années, je le cite, « Ma conscience ne me reproche rien ». Alors il a dit, et j'étais tout étonné de ce que le journal, le Times, a retenu que c'est lui qui avait déclaré qu'il était l'assassin de feu Sylvanus Olympio. Que peut-on retenir? Vous l'avez dit tout à l'heure. Dans les années passées, c'était la joie pour certains citoyens, et puis c'était les pleurs pour d'autres. Ceux qui ont vu Sylvanus Olympio assassiné parce que appartenant à une famille, le 13 janvier, il se recueille, mais il le pleure. Mais je me suis rendu compte quand je grandissais aussi qu'il y en a d'autres. La journée du 13 janvier était une journée de festivité où on buvait, où on dansait, où on défilait, où on tirait même les salves. Aujourd'hui, il faut que, au nom du peuple togolais, que les Togolais savent réellement le ou les assassins de ce premier président de la jeune République togolaise qui a été élu démocratiquement et qui a vu ses jours s'estomper ainsi. Voilà ce que je retiens grosso modo de la date du 13 janvier 1963. Gérard, l'assassinat de Sylvanus Olympio, beaucoup estimaient que c'est parce qu'il voulait une monnaie pour le Togo. C'est quand après on parle encore du CFA qui est au cœur des polémiques un peu partout. La lumière n'est toujours pas venue. Et sur son assassinat? Oui. D'abord, moi j'ai une question. Quand on parle du 13 janvier, moi je me demande de quel 13 janvier on parle. Est-ce qu'on parle du 13 janvier 63 ou bien du 13 janvier 67? Parce que ça n'a jamais été clair, ça. Quand vous vous référez aux chansons d'animation, parfois on vous chante 13 janvier 67, il y a des Malcolm. Alors, parfois c'est le 13 janvier 63. Alors, quand vous analysez bien la chose, le 13 janvier même, ce n'est pas en fait l'assassinat de M. Sylvanus Olympio, mais moi je crois que c'est la consécration d'un homme. Un homme qui est venu sur la scène politique. Que ce soit en 63 ou bien en 67, le 13 janvier, c'est le symbole de cette incursion du général Eyadema, ou bien du moins, il n'était pas général en ce moment, mais de Gnassingbé Eyadema sur la scène politique. C'est d'abord ce que je retiens. Moi, je ne dirais pas que c'est la date de l'assassinat de Sylvanus Olympio. De deux, je dis que le 13 janvier, c'est une fête, ou bien c'est une journée créée par Eyadema, pour Eyadema, et avec Eyadema. Et quand vous créez quelque chose pour vous, c'est créé par vous, pour vous et avec vous, c'est normal que quand vous mourrez, la fête là aussi meurt avec vous. C'est quelque chose qui a été créé de toutes pièces pour vous. Vous avez vécu avec ça. Quand vous partez, vous emportez votre fête, et Eyadema a emporté sa fête. Son fils est là aujourd'hui. Il voudrait aussi entrer dans l'histoire. Et ce serait quand même bizarre qu'il soit un homme qui ne vive qu'à travers son père. Donc c'est normal que le 13 janvier ait disparu. Les gens le savaient qu'après la mort d'Eyadema, beaucoup de ses œuvres partiront avec lui. Tout ce qui est artificiel, créé de toutes pièces, et ça ne résiste malheureusement pas au temps
Ça ne résiste pas à l'histoire. Et c'est ce qui est arrivé avec le 13 janvier. Quant à M. Sylvanus Olympio, c'est un peu cynique ce que je dis, mais moi je ne le plains pas. Je dis seulement qu'il est mort pour le nationalisme qu'il avait en lui. Ben, si vous mourrez pour une cause, j'ose même dire que c'est une belle mort. Et ouais, moi je préfère mourir en nationaliste pour une bonne cause que de mourir comme un chien, ou bien que de mourir parce que j'ai volé quelque chose, on m'a abattu, tout ça. C'est une bonne mort. Ça n'existe pas, mais c'est une bonne mort. Ouais. Voilà, pasteur Ledo, beaucoup auraient souhaité savoir davantage, 54 ans après la mort de Sylvanus Olympio, de ce qui s'est réellement passé. Oui, c'est tout à fait normal quand il y a un événement, quand il y a un fait aussi tragique comme l'assassinat d'un chef d'État, comme la mort nationaliste d'un chef d'État, pour reprendre les termes de Gérard, on ne peut que chercher à savoir, à faire la lumière sur cet événement. C'est vrai quand même que les versions varient et les versions ne sont pas les mêmes. Tantôt on dit ceci, tantôt on dit là. Mais quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui peut être dénominateur commun de tous ces versions-là, c'est qu'il y avait une main obscure. Il y avait une main étrangère, qui a dirigé, qui a contrôlé, qui a même fomenté, qui a savamment orchestré cet assassinat-là. Et cette main-là ne pouvait être que la main du colon, la main du colonisateur. Ça, c'est ce qui est commun. Et c'est ce que tout le monde sait. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est tout ce que tout le monde sait. Maintenant, quand tu as cherché à savoir comment les choses se sont déroulées, je crois les versions divergent et ce serait quand même normal. Et ce serait quand même pour l'histoire que les Togolais sachent réellement qu'est-ce qui s'est passé. Et je crois l'histoire quand même. L'histoire se fera, quelle que soit la durée, dans le temps, l'histoire se fera sur l'assassinat de Sylvanus. L'histoire se fera, s'écrira. Ildefonse, est-ce que vous croyez que 54 ans après, il y a espoir qu'un jour les Togolais sachent réellement ce qui s'est passé? Lorsque la communauté internationale ou bien les grandes puissances useront toujours de leur puissance sur ces petits pays-là, il serait un tout petit peu difficile qu'on sache réellement ce qui s'est passé. Mais, lorsque moi j'ai interrogé l'histoire, je me suis rendu compte que il y avait un problème avec les démobilisés de l'armée française qui, à un moment donné, constituaient une menace pour le pouvoir de feu Sylvanus Olympio. Et très vite, il s'est formé un comité insurrectionnel dirigé par un certain Étienne Gnassingbé Yadema, un sergent-chef. C'était lui qui pilotait le comité. Et ce dimanche 13 janvier, au matin, on a écouté des coups de feu dans la maison de Sylvanus Olympio, qui, selon l'histoire, s'est réfugié à l'ambassade des États-Unis. Mais là où se trouve le flou, c'est qu'on ne sait pas. Celui qui est arrivé à faire sortir l'ancien président de l'ambassade des États-Unis pour qu'on le trouve mort, fauché par des balles devant cette ambassade-là. On a beau citer le nom d'une puissance qui serait derrière cet assassinat lâche et odieux. Pasteur Ledo a fait allusion tout à l'heure à une main noire, mais je sais que aussi longtemps que nous vivrons et que nous nous mettrons à connaître les vrais auteurs, à part ce que feu le général Étienne Gnassingbé lui-même a déclaré 12 jours après l'événement qu'il était l'assassin, il y a lieu de citer un nom d'un certain Métrier qui était là et qui, selon certains, a passé à l'acte. Alors, si c'est lui qui a passé à l'acte, je crois que les forces que les grandes puissances ont, elles l'auront plutôt. Et c'est ce qui fera que nous n'arriverons pas à connaître véritablement l'assassin de Sylvanus Olympio. Si tel est le cas, précisément. Gérard, le rapatriement de la dépouille de l'ancien président au pays s'est posé à plusieurs reprises. Des promesses en ont été faites, mais jusque-là, rien non plus également.
En dehors du fait que la lumière n'a été jamais faite sur l'assassinat, le rapatriement de la dépouille non plus. Je vais revenir un tout petit peu sur ce qu'a dit Delphonse. Moi, je crois que ce soit, il s'appelle Maîtrier, non? Que ce soit lui, bien que ce soit Yadema ou bien Dadjo, bien tout ça, c'était quand même, c'était une conspiration. Quand vous allez assassiner quelqu'un en groupe, peu importe de la balle de qui il a touché en fait. Ils étaient des conspirateurs, c'était un complot, on l'a tué, c'est le groupe des militaires qui l'a tué. Que ce soit un Français ou bien un Togolais, et de toutes les façons, ces militaires-là ont éliminé Sylvanus Olympio. Maintenant, il faut dire quand même que c'est quelque chose qui divise beaucoup les Togolais. Quand nous disons que c'est un assassinat odieux, immonde et tout, le passant il a aligné beaucoup d'adjectifs, hein, mais est-ce que c'est valable pour tout le monde? Nous sommes des Togolais. Vous approchez certains Togolais, ben pour eux, c'est un nouveau départ. C'est comme je sais pas moi, c'est comme une délivrance. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. C'est une fête qui a divisé longtemps les Togolais. Parce que pour certains, je sais pas comment le dire, il faut être quand même assez prudent. Certains se réjouissaient. On l'a vu pendant des années, des gens dansaient, buvaient, c'était une occasion pour fêter pendant que d'autres étaient tristes. Donc là, cette journée-là a beaucoup divisé les Togolais. Et maintenant, est-ce que nous devons rester là à demander à ce que lumière soit faite sur cette histoire? Je pense sincèrement que le fait de ne pas élucider ce qui s'est passé le 13 janvier 1963 est un échec de la société civile, un échec des journalistes. Dans d'autres pays, des journalistes auraient déjà fait des investigations et savoir au moins à 90% ce qui s'est passé ce 13 janvier-là. Regardez Patrice Emery Lumumba. Vous voyez des documentaires sur lui. On sait comment ça s'est passé. On sait comment on l'a assassiné, comment on l'a mis à bord d'un avion et tout. Mais pour Olympio, personne ne sait rien. À peine vous verrez des photos de sa dépouille mortelle. À peine, si je vous demande maintenant si quelqu'un a déjà vu la femme, l'épouse de M. Sylvanus Olympio, du moins c'est sa photo, on me dira non. Ça veut dire que nous, les journalistes, nous avons échoué sérieusement. Moi, j'ai vu plusieurs fois. Bon, peut-être vous. Moi aussi, je me rappelle que j'ai vu une fois. Mais ce n'est pas quelque chose de populaire. Ce n'est pas quelque chose que nous avons su mettre à la disposition de la population comme histoire et comme histoire de notre peuple. Moi, je vais inviter quand même nous, les journalistes, et ceux de la société civile aussi, à travailler dans ce sens. Nous sommes appelés à nous réconcilier, à vivre comme un peuple. Donc, il faut qu'on fasse face à notre histoire un jour, mais courageusement et dans la concorde nationale. Ma question maintenant, le rapatriement du reste. Et ça, moi, je ne l'ai jamais souhaité, étant donné que le Togo n'est pas encore stable. Moi, je ne voudrais pas qu'on aille déterrer encore une dépouille mortelle comme on a déboulonné la statue de Yadema et un enfant a été tiré comme un lapin. Vous vous rappelez des enfants qui sont allés déboulonner une statue, on leur a tiré dessus. Moi, je pense sincèrement que si on rapatrie cette dépouille mortelle-là, ce sera encore en cas de trouble. Vous verrez des gens qui iront là-bas profaner cette tombe-là. Et ce serait dommage, ce serait un recul quand même de la marche vers la paix que nous effectuons. Ici, ce n'est pas un assassinat, mais c'est des bavures policiers qui se répètent régulièrement dans la traque des vendeurs de carburant frelaté. Passeurs d'eau, ça s'est encore passé cette semaine dans les lacs. Malheureusement, un vendeur, il est parti, il est mort. Oui, ça continue. Oui, je crois que cette affaire de vente de carburant frelaté continue de faire des morts. Sa traque continue de faire des morts. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous posons la question de savoir comment est-ce que ce carburant frelaté rentre au Togo. Par où ça vient? Par où ça vient? Et selon les recherches, selon les enquêtes, ça passe par des endroits où il y a des forces de sécurité, où il y a des douaniers et il y a des militaires. Et là, au moins, ce que nous avons eu comme information, c'est que à la sortie, à la décharge d'un bidon, les gens donnent quelque chose. C'est ce que nous avons, c'est l'enquête, c'est les résultats de notre enquête que nous avons, que les gens nous disent. Alors, pourquoi aujourd'hui on les traque? C'est vrai quand même que c'est un produit prohibé, c'est un produit interdit. Et quand c'est interdit, quand c'est illicite, il faut le combattre. Quand ça rentre sur le territoire, il faut le combattre. Mais nous, notre problème, c'est la manière
la manière dont cela se fait. Cela se fait avec une brutalité inouïe. Cela se fait avec des violences. Cela se fait avec des méthodes non conventionnelles. Parce qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé à Ného. On ne peut pas comprendre qu'un véhicule de militaire poursuit quelqu'un, le poursuit, jusqu'à ce qu'il fasse de tonneaux, il a des problèmes. Hein, il a fait de tonneaux, Le véhicule s'est renversé. Et puis ils l'ont laissé. Mais s'il n'y avait pas de gens là-bas, s'il n'y avait pas de gens sur place, personne ne saurait. Personne ne saurait que c'est eux, c'est parce qu'il y a des militaires qui étaient à sa poursuite, à sa chasse. Et cela, ce n'est pas normal. Des militaires, pas des policiers. C'était des militaires. Ce ne sont pas des policiers. C'était des militaires les militaires de Zola qui l'ont poursuivi. Et ça, ce n'est pas normal. Ils l'ont laissé comme ça. Ils n'ont pas pris non plus du carburant. Ce qui poursuivait, ils n'ont pas pris. Ils l'ont laissé comme ça après l'avoir pourchassé jusqu'à mort. Bon, donc, le phénomène, c'est vrai qu'en tournant un, en tournant deux, c'est vrai quand même mais il faut savoir raison garder, en ce sens que aujourd'hui, le territoire n'est pas couvert. N'est pas couvert par le carburant. On n'est pas en train de les soutenir. Mais à plusieurs fois, nous avons quand même introduit, nous avons fait des propositions que ce soit au ministère de la Sécurité, au ministère du Commerce. Quand vous prenez juste la voie de Avepozo en allant vers Agbodrafo et autres, il n'y a aucune station. Vous prenez là même, ça c'est la ville. Il n'y en a pas. Et vous prenez des préfectures comme Afania par exemple, quand vous prenez Afania, il n'y a pas. Bamono, il n'y a pas de station. Bon, comment les gens vont s'approvisionner en carburant? Pour toute la préfecture, il n'y a rien. Pour toute la préfecture, il n'y a rien. Il faut que les gens viennent à Ménia. Ou bien aller à Ného. Ou bien aller à Tabligbo. Donc, on a fait des propositions au gouvernement sur le sujet. Mais cette dernière fois, je crois que le ministre de la Sécurité est allé loin avec son communiqué pour dire que maintenant, c'est avec détermination qu'il va traquer les gens. Et c'est ce qui se passe. Il y a eu tant de morts pour l'affaire de l'essence. Il y a eu tant de morts. Mais juste à côté de nous, les gens font autrement. Pourquoi nous aussi, nous pouvons faire autrement? Pourquoi il ne faut pas couvrir tous les milieux là? Et si tel est le cas, et que si les gens procèdent encore, alors que d'où le truc vient, il y a des forces de sécurité là-bas. Le ministre aurait pu renforcer la sécurité, voir pourquoi il y a à ces niveaux-là, les territoires, que ce soit les frontières aériennes, que ce soit, ça c'est terrestre, mais maritime. D'où ça vient? Pourquoi il n'y a pas renforcement de sécurité des forces là-bas pour que quand les gens viennent, on sache ce qu'il y a lieu de faire, mais qu'on laisse les gens rentrer et puis après, on poursuit les citoyens à mort. Je crois que vraiment c'est à déplorer. Même si nous donnons raison au gouvernement parce que c'est illicite, c'est à déplorer. Gérard, vendre finalement du carburant illicite au Togo, c'est un péché à mort, on va dire comme ça. Non, mortel. Allez dire ça au DG de Total ou bien de Shell, ils vous diront, mais c'est qu'est-ce que vous racontez là? Non, je pense que ça dépend de celui qui vend. Ça dépend de celui qui vend. Le gouvernement et l'État est en train de lutter contre la vente du carburant que nous appelons boudet. Et ce n'est pas du carburant frelaté, hein, pas forcément. Quand on dit c'est du carburant frelaté, non, c'est pas vrai. C'est peut-être illicite, mais pas forcément frelaté. Frelaté, ça veut dire que c'est mauvais, c'est un peu traficoté et tout. Non. Bon, moi, ce que je crains le plus, c'est que si le gouvernement, ou bien si l'État arrivait à réussir cette opération-là, il y aura un ralentissement de l'économie même nationale. Vous imaginez, comme le pasteur l'a dit tout de suite, vous habitez à 10 km ou bien à 15 km, bien même à 30 km de la prochaine station. Mais regardez comment l'activité, le Togo fonctionne aujourd'hui dans le secteur informel. Vous arrivez quelque part, vous achetez du carburant rapidement, vous prenez une femme qui vient d'acheter des poules, elle monte dessus, elle s'en va faire son bar et c'est l'économie qui fonctionne. Maintenant, on a l'impression que on veut empêcher l'activité de tous ces gens-là pour que les grandes sociétés pétrolières vendent beaucoup. Moi, c'est l'impression que j'ai. Quand on me parle de risques d'incendie, tout ça là, moi je dis que je crois sincèrement que c'est des faux. Les stations prennent feu. C'est des faux fuyants. Oui, c'est un peu rare. C'est un peu rare, mais combien de fois est-ce que les boudins ont pris feu au Togo? Je crois quand même que c'est un peu rare. Bon, ce qui m'intrigue aussi un peu, c'est la violence dont le pasteur a parlé maintenant.
on a pris un véhicule militaire. Vous savez que les militaires, c'est des machines à tuer. Hein. Quand vous voyez, on forme un jeune pour être militaire, on le forme à tuer. Quand on forme un policier, on le forme à maintenir l'ordre. Quand on forme un gendarme, on le forme à mener des enquêtes et tout. Quand nous disons soja, en fait, soja, il y a soja dans soja. Oui. Il y a des soldats qui sont des machines à tuer. Il y a des soldats qui sont là pour des enquêtes. Il y a des soldats pour maintenir l'ordre. Il y a des soldats pour être à la douane. Mais nous appelons tous soldats. Quand on a envoyé des militaires, celui qui a envoyé des militaires, il sait qui l'a envoyé. Il sait qu'il a envoyé des gens pour tuer, en fait. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est là qu'on n'a pas à s'en prendre à ces militaires-là, mais surtout à celui qui les a envoyés. Eux, dans leur commandement, ils savent que, aujourd'hui, on ne va pas envoyer les policiers parce qu'on veut tuer. Il faut envoyer les militaires. Donc, le gars avait l'intention d'éliminer une vie ou bien des vies pour donner l'exemple. C'est ce qui est mauvais. Dans un pays, dès que la violence s'installe, vous savez, la violence appelle toujours la violence. Moi, j'ai fait l'université avec un Rwandais. Il me disait, mais quand il était petit, on voyait des décapitations en public. Quand il avait 10 ans, il a vu comment on a coupé la tête à quelqu'un pour montrer au peuple que quand vous commettez un délit, on peut vous couper la tête. Et vous avez vu comment le Rwanda a fini. Parce que les gens étaient déjà habitués à la violence. Et quand il s'agissait de passer à l'acte pour se couper la tête entre eux, c'était très facile. Mais Dieu merci, aujourd'hui encore le Togolais, il a peur devant une grande violence. Mais il ne faut pas qu'on habitue le peuple à la violence, mais sinon ce serait très mauvais. Il dépense, que faut-il faire? Je crois que la dernière fois, quand on était en train de parler d'une diplomatie qui était au point, j'ai pris soin de dire aux confrères en face que j'aurais besoin et j'aurais même souhaité que la diplomatie togolaise copie de l'extérieur ce qui est bon pour le Togo et pour les Togolais. Au Bénin, où j'ai séjourné pendant 4 ans, dans le plus grand groupe de presse, le Matinal, j'ai pu toucher du doigt certaines réalités, dont la vente de ces produits-là, qui aujourd'hui est un produit tabou au Togo. Comment le gouvernement béninois est-il arrivé à organiser ce secteur pour que ce que nous déplorons aujourd'hui dans notre pays, que cela ne se produise pas au Bénin? Mais nous devons apprendre à copier de bonnes choses. Comment ça se passe là-bas? Si tant est que la majorité de la population togolaise, elle est jeune, et que nous savons aujourd'hui que la jeunesse est abandonnée, il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien pour la jeunesse, même si on table sur la SCAP, qui est un truc qui n'est pas palpable. Mais qu'est-ce que les jeunes vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont manger alors qu'ils sont abandonnés? Qu'est-ce que le gouvernement fait concrètement pour que cette couche sociale-là qui se cherche soit en paix? Mais vous dites aujourd'hui que il faut tout faire pour mettre fin à ça, pour éviter les incendies. Est-ce que vous êtes sûr que c'est comme ça se passe ailleurs où on a libéralisé le secteur, qui est contrôlé? C'est pendant que vous arrivez à fomenter des coups avec des armes non conventionnelles, comme le pasteur l'a dit, et aller à la chasse de vos frères, que quand ils auront le produit, au lieu qu'ils les eximent ou bien les mettent en des lieux sûrs, on préfère les cacher. Ou, par advertence, quelqu'un passe par là, par une allumette ou une cigarette et tout prend feu. Comment les Béninois sont-ils arrivés à libéraliser et à organiser ce secteur pour qu'aujourd'hui, les autorités togolaises en tirent profit de cela? J'ai fait tout à l'heure allusion au groupe pétrolier. Mais nous savons aujourd'hui que la plupart de ceux qui détiennent les stations d'essence au Togo sont proches du pouvoir. C'est eux. Sont proches du pouvoir. Alors, si on se met à la chasse de nos jeunes frères qui sont en train de faire ce commerce, c'est parce que, comme on l'a dit, on veut ralentir, on veut mettre fin à ce qui se passe là pour permettre à certains de remplir encore leurs poches. Alors, la question est de savoir, vous ne voulez pas que le produit soit vendu. Comment se fait-il que l'on arrive à convoyer ce produit? Parce que, jusqu'à preuve du contraire, il y a la douane
qui essaie de superviser. Maintenant, quand vous saisissez ces bidons-là, Ça va où? le contenu, ça va où? Ce que vous saisissez, ça va où? Moi, j'ai vu des hommes en treillis, en uniforme, qui se servent aussi. Non, mais ce pas tu as vu, c'est régulé, c'est quotidien. Alors, C'est pas tu as pourquoi vu, chaque- pourquoi tu as vu? Alors, Le ministre Yark, il a dit officiellement qu'ils utilisent ce carburant. Quand ils saisissent, il a dit. Quand ils Et saisissent, dans- il a dit pourquoi utilise pourquoi pour ils le vont, véhicule. pourquoi vont-ils l'utiliser? Puisqu'ils le considèrent déjà comme étant quelque Tu veux chose qu'on qui y ne- mette fin? On y met feu? Mais non, Bon, mais moi on je y met feu. non, moi je comprends pas. Si vous arrivez à organiser la jeunesse togolaise, à donner à la jeunesse togolaise ce qu'il faut, à ne pas chercher à l'affamer ou à la réduire à la mendicité, si vous arrivez à mettre fin à tout cela, je suis sûr que ça va finir. Voilà, on va plutôt inviter le gouvernement togolais à aller copier l'exemple Du Bénin. l'exemple béninois. Oui. D'un événement Honoré, j'ai oui. juste quelque chose à dire. J'ai l'impression que le pasteur veut savoir quelle solution. Parce que quand Ildefonse parlait du Bénin, il dit mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution? Étant de la société civile, moi j'ai lu un jour dans un pays asiatique quand même, ils ont fabriqué des tricycles sécurisés où on met le carburant. Et vous voyez ces boudeilleurs là, comme on le dit, ils se déplacent avec leur tricycle, avec quelques mètres cubes de pétrole. Et vous les voyez, ils vendent, ils desservent les petits villages là. On n'est pas obligé de vendre le pétrole à l'air libre, mais avec des tricycles et des sécurisés, ben, on met le carburant et on se déplace de village en village. Ce serait une solution. Même au Bénin, c'est des cuivres. C'est des cuivres Il y a qui des sont. cuivres qu'on met devant la place publique. Qu'on met devant la place publique. Mais encore plus loin, pour dire que là où le bas blesse, quand vous prenez aujourd'hui, comme il a dit, comme Ildefonse l'a dit, je me demande, parce que quand je suis allé à Néro faire une investigation, je me suis rendu compte que tous ceux qui sont là-bas, même les militaires qui poursuivent, s'approvisionnent auprès de, Ça, c'est un exemple que tout le monde voit. auprès de ces boulets. Bon, donc, il revient que le secteur soit organisé. Il faut assainir le secteur. Et même, pourquoi faire? Ils peuvent payer des impôts. Ça peut contribuer aussi. Ça peut contribuer. Voilà, donc il faut véritablement que le secteur soit organisé pour Oui, mettre bien fin sûr, bien sûr. à ces bavures-là. D'un événement douloureux à un autre, là, ce sont les incendies des marchés de Lomé et de Kara. 4 ans après, le procès n'a pas été fait jusque-là et les résultats des enquêtes se font toujours attendre. Les défenses. Je crois que chaque fois que je suis invité à débattre de ce sujet, j'ai le cœur lourd et il m'arrive des fois d'avoir les larmes aux yeux parce que dès les premiers moments, le Seigneur m'a fait grâce de suivre la conférence de presse du ministre Yark à l'époque. Et puis, nous avons été invités à l'état-major de la gendarmerie où j'ai pu constater de visu et toucher du doigt cette réalité-là. Et elle a été scandaleuse parce qu'il y a eu ouverture judiciaire où des enquêtes ont démarré et après la conférence de presse du ministre Yark où il a exhibé l'élément matériel, ce qui ne se fait jamais dans les enquêtes parce que ce n'est pas lui le directeur des enquêtes, on a présenté des gens jusqu'aujourd'hui qui sont des présumés auteurs, ce qui ne se fait pas dans une enquête judiciaire. Vous ne pouvez pas le faire. Alors, tout au début de l'affaire là, il y a eu des erreurs qui ont été commises, ce qui normalement devait conduire soit à la libération provisoire de ces présumés auteurs, à la reprise même des enquêtes. Ça n'a pas été fait. Mais là où j'ai mal au cœur, c'est que quand vous prenez l'article 18 de la Constitution togolaise, il est dit que lorsque vous êtes présumé, vous êtes innocent jusqu'à ce que votre culpabilité ne soit établie. Étant innocent, il faudrait qu'un procès situe votre responsabilité. Ça n'a jamais été le cas au Togo. Mais c'est la loi fondamentale togolaise qui le dit. Une fois qu'ils sont présumés, ils n'ont pas droit à la prison. 4 ans après, des présumés auteurs sont encore gardés en prison. Mais je suis aussi scandalisé que la dernière fois,
il a été dit que des gens seront envoyés devant la cour martiale. J'ai pu écouter l'ordonnance qui a été remise à 2 personnes, Zeus Sajavon et Jean-Pierre Fabre. Et j'ai lu un tout petit peu l'ordonnance. Et ce qui a été présenté dans les premières heures où le monde entier a pu comprendre ce qui se passe, ou un présumé, hein, est devenu une star à qui on a tendu un micro. Et il a dit, nous avons commencé par faire une réunion dans un cimetière. J'en viens, dans un cimetière. Plus rapidement. Voilà ceux qui nous ont demandé de faire ceci. Et que quelques années plus tard, dans l'ordonnance, on ne mentionne plus cela. On n'a même pas mentionné le rapport des experts français qui a situé tout le monde. Comme quoi le rapport, le procès très prochainement pour en savoir davantage. Vous êtes sûr que ce procès aura lieu? Bon, il faut attendre le procès. Oui, non, c'est vrai. Je crois quand même que, du moins, en matière de détention, il faut que le Togo arrive à respecter certaines dispositions constitutionnelles, comme il a dit l'article 18. Sont des présumés innocents. Donc la présomption d'innocence, jusqu'à ce que la culpabilité soit établie à travers d'un procès équitable. Voilà, à travers un procès équitable. Ce qui n'a jamais été le cas. On nous a dit que, l'année dernière, on nous a dit que les enquêtes, le dossier est bouclé, est clôturé. Hein. Les enquêtes, les dossiers sont clôturés. Les enquêtes, tout est préfet pour qu'on aille au procès. Et jusque-là, jusqu'à la fin de l'année, il n'y a eu rien. Et je crois quand même que 4 ans après, et un jour, on dira à ces gens de partir, d'aller chez eux, on les libère. Je crois que ce n'est pas... Il faut mettre fin à cela. Donc, l'affaire des incendies, je crois finalement que ça devient un véritable problème. Et il faut que rapidement la justice togolaise puisse vraiment se saisir et puis finir cette affaire. Gérard, l'ANC exige le dédommagement des victimes, pour terminer. Oui, bon d'abord, moi je dirais quand même qu'emprisonner des gens, si vraiment les informations sont concordantes et c'est établi que vous êtes dangereux, on vous inculpe, vous pouvez faire la prison jusqu'à ce que le jugement ne soit fait, les enquêtes soient finies. Bon, parce qu'il risque de vous dire ça, que les personnes sont dangereuses, présumées dangereuses, donc on les coffre pour qu'ils ne soient plus des dangers ambulants pour la société. C'est quand on remonte à la Constitution, je crois que l'argument là, ils vont battre ça en brèche. Mais moi, je note seulement rapidement que c'est un échec pour l'État sur toute la ligne. D'abord, l'État n'a pas pu protéger les grands marchés. Un des rôles régaliens de l'État, c'est de protéger les édifices, les personnes et tout. L'État a échoué. Deuxième chose, l'État n'a pas pu arrêter les coupables. Parce que ça, ce n'est pas des coupables. Ce n'est pas encore prouvé du tout. Troisième échec, l'État a arrêté des gens qui sont morts en détention. Ça veut dire que ça, déjà, ça plombe l'enquête. Celui-là que vous présumez être le coupable, vous le laissez mourir. Ça veut dire qu'il meurt avec toutes les informations et l'enquête se retrouve plombée. Bon, l'État n'a même pas pu éteindre les incendies. Vous voyez comment l'État a échoué sur toute la ligne. L'État n'arrive pas à convaincre que ce n'est pas lui, parce que parfois, les gens pensent que ce n'est qu'une cabale organisée par ceux qui sont au pouvoir eux-mêmes. C'est une opinion qui circule dans la société. Donc, il y a tellement de choses. Et moi, je crois quand même que s'il y a quelqu'un à indexer du doigt dans cette affaire, c'est plutôt l'État et le gouvernement qui ont échoué sur toute la ligne, malheureusement. Voilà, cette émission, elle va s'arrêter comme ça, les spécialistes d'aujourd'hui. Mise en onde, Romaric Freitas, elle vous sera rediffusée cette émission à partir de 0h. Bon week-end à vous. Le lundi, il n'y aura pas les spécialistes, on se retrouve, c'est la CAN qui oblige. On va se retrouver vendredi prochain pour un autre numéro. Bon week-end.